Monsieur le député européen, Monsieur le commissaire européen à la recherche, à la science et à l'innovation, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, beste vrienden, dear friends, dans notre monde universitaire et académique, la langue que nous parlons d'instinct, notre langue natale, c'est bien entendu la langue du ratio, du logos aristotélicien. Je me permettrai, dans ma brève allocution ce soir, de commencer par faire une petite entorse à ce principe et vous partager de façon très sincère 3 sentiments qui m'habitent aujourd'hui, ce soir, qui j'espère nous habitent ce soir. C'est d'une part la gravitas qui émane de ce lieu symbolique, de cet hémicycle. C'est deuxièmement la fierté de pouvoir, l'espace de quelques heures, en être les occupants. Et troisièmement, c'est la conscience aiguë d'être un maillon dans une longue chaîne, la chaîne des Lumières et de leurs héritiers, la chaîne de la démocratie parlementaire, la chaîne de la longue et belle tradition universitaire européenne. Je vais axer mes propos ce soir autour de notre avenir comme institution, autour d'une vaste réflexion que nous avons entamée il y a de longs mois sur notre avenir, nos aspirations, notre volonté de ne pas subir, mais d'agir. De cette réflexion sortent priorités et thématiques, émergent priorités et thématiques. Ce soir, je ne vous parlerai pas de ces éléments-là. Nous réservons leur primeur à nos organes de pilotage et de gouvernance. Je voudrais aller peut-être à la symétrie du futur. Je voudrais nous ancrer à nouveau dans notre passé, dans ce que nous sommes, dans les principes premiers, dans le socle d'idées, dans l'armature intellectuelle qui, bien appliquée, produira les bonnes priorités. Je commencerai par une idée, une conviction qui, pour beaucoup d'entre vous, coule de source. Je pense néanmoins qu'elle mérite d'être dite, d'être redite, d'être méditée. En tout cas, moi qui suis encore relativement nouveau dans ce monde universitaire, j'en suis imprégné. L'université est un pivot pour le progrès et l'innovation de nos sociétés, de l'Europe. L'université s'appuie sur 4 forces, sur 4 piliers puissants. Il y a concentration maximale de connaissances, connaissances diverses, connaissances profondes, connaissances foisonnantes, connaissances reliées, constamment renouvelées. Il y a concentration maximale de talents, de vie, de volonté en éclosion, de milliers d'étudiants, de chercheurs, de doctorants. Il y a la légitimité de l'université dans la démarche scientifique et légitimité va aussi avec responsabilité. Et puis, quatrièmement, l'université de façon naturelle est reliée à l'ensemble de la société, au monde économique, au monde social, au monde culturel. Il n'y a pas une partie de la société qui ne soit pas en contact quotidien avec l'université. Je pense qu'il n'y a pas d'autres institutions dans notre monde qui sont aussi capables de contribuer à la transformation de nos sociétés, tant intellectuelles que dans la réalité des choses. Ce que je vous dis là, bien sûr, est valable pour toutes nos institutions universitaires. Et c'est un grand honneur pour nous, d'ailleurs, d'accueillir aujourd'hui tant de représentants d'éminentes institutions académiques, tant en Belgique que dans d'autres pays d'Europe. J'aimerais néanmoins aller un peu plus profondément, vous parler de nous, de ce qui est notre âme, ou du moins notre essence, ce que les 2 siècles, presque 2 siècles de notre existence nous ont apporté, notre signature. La première chose qui vient à l'esprit, bien entendu, c'est le libre examen que nous incarnons, que nous défendons avec force et vigueur.
il serait évidemment présomptueux de penser que nous avons le monopole sur le libre examen. Et c'est tant mieux que ce ne soit pas le cas. Je voudrais donc aller un peu plus loin et nous inviter ensemble à découvrir, redécouvrir un héritage fécond d'un mouvement prestigieux qui a émergé dans notre institution à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Cet héritage fécond, c'est celui de l'école de Bruxelles. Alors, j'en profite immédiatement pour m'excuser auprès de ceux dans l'Assemblée qui sont des spécialistes de l'école de Bruxelles, et j'avoue mon ignorance, néanmoins ma grande curiosité. L'école de Bruxelles, c'est un vaste mouvement de progrès scientifique, de réalisation dans la cité, de grandes visées et d'idéaux, et aussi, je dois l'avouer, de grandes querelles, de bagarres homériques, de confrontations d'idées. L'école de Bruxelles, c'est vraiment l'ULB, également de réconciliation émouvante. L'école de Bruxelles, c'est des éminents scientifiques qui marquèrent leur époque. Ernest Solvay, Émile Waxweiler, Henri Lafontaine, Eugène Dupréel, Chaim Perelman et d'autres. C'est un mouvement de sociologie, à la naissance de la sociologie. C'est un mouvement qui réunissait ingénieurs, industriels, juristes, médecins, dans une approche multidisciplinaire, déjà au début du XXe siècle. C'est un mouvement qui a aussi laissé des traces de briques et de pierres. Je pense à un édifice qui se trouve ici tout près, la magnifique bibliothèque Solvay, qui, dans son agencement, incarne l'esprit de multidisciplinarité, d'interdisciplinarité. Je pense aussi au bâtiment S de sociologie du Sol Bosch, qui n'est peut-être pas magnifique, mais qui est néanmoins imposant. Le corpus idéologique, le corpus d'idées de l'école de Bruxelles peut se résumer en 4 grands principes qui, je pense, sont encore d'une acuité extraordinaire. Tout d'abord, le refus de voir une opposition entre la théorie et la pratique. L'école de Bruxelles, au début du XXe siècle, défendait déjà l'éducation active, la pédagogie active, défendait déjà l'utilisation d'enquêtes scientifiques au service du progrès social. Deuxième principe, la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité, c'est la collaboration extraordinaire dans l'ingénierie sociale d'experts venus de différents horizons. Il y a ce magnifique élan international, dimension globale, comme nous dirions aujourd'hui, la cité globale. Il y a, au début de ce XXe siècle, les représentants de l'école de Bruxelles qui sont à la pointe, avant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, du combat pour la collaboration internationale et pour la paix. Je pense, en 1913, au prix Nobel de la paix décerné à Henri Lafontaine. Et puis, 4e principe, c'est le pluralisme. Pluralisme par le débat contradictoire, par l'affrontement permanent d'idées. Le débat au travers d'un discours de cohérence intellectuelle, de capacité à opposer idées dans le respect de l'autre, la capacité à apporter des preuves qui, en science, est soumise au jugement de la communauté des savants, qui, en droit, est soumise à l'appréciation des juges. Le débat se trouve à l'horizon d'une prise de décision et d'une action qui en résulte. Je pense, mesdames et messieurs, que l'école de Bruxelles, les principes qui ont émergé de cette école sont aujourd'hui profondément importants et pertinents pour notre époque. Je me permettrai, à titre personnel, de rajouter un 5e principe. Et je dois dire que je sors là, je pense, un peu des bornes de l'école de Bruxelles. Néanmoins, je pense qu'il est important de se dire qu'en 5e principe, il y a la liberté. Bien sûr, la liberté qui nous est chère. Mais liberté doit être
accolé à la responsabilité. Je pense que chacun d'entre nous doit avoir la conscience et la volonté qu'au-delà de sa personne, au-delà de sa recherche ou de son enseignement, au-delà de son service ou de la faculté, il y a quelque chose de plus grand auquel nous pouvons contribuer. Je me permets, à cet effet-là, de citer Eugène Dupréel lui-même. Je cite « Plusieurs individus qui communiquent entre eux et s'entendent à propos de leurs activités respectives comme de leur action commune, et particulièrement à propos de leur action sur les choses. Voilà le phénomène complet, non encore appauvri ou abstrait par un préjugé ou par une convention. » Quand, dans une organisation, on parle d'un avenir que l'on veut construire, il est d'usage d'utiliser des expressions comme moment de vérité, moment d'inflexion, croisée des chemins, moment charnière. Je crois que ces concepts s'appliquent aussi à nous comme université. Néanmoins, ce soir, j'ai souhaité plutôt nous relier à des principes premiers qui ont émergé dans notre histoire, qui peuvent aujourd'hui encore nous nourrir et nous guider pour développer, in fine, les bonnes priorités, les bonnes thématiques. L'école de Bruxelles, la complémentarité entre la théorie et la pratique, l'interdisciplinarité, la cité globale, le débat d'idées, le débat contradictoire et, je me permets, liberté et responsabilité. Mesdames et messieurs, en clôture, je souhaite peut-être rapidement partager avec vous quelques lignes de Theodore Roosevelt. Ce sont quelques lignes, je pense qu'elles méritent d'être écoutées. Je me permets de vous les lire en anglais. It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs and comes short again and again, because there's no effort without error and shortcomings, but who does actually strive to do the deed, who knows the great enthusiasm, the great devotion, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least he fails while daring greatly, so that this place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre attention.